Salut à tous. Sur la question de la souveraineté, il est très important de souligner, en mettant Israël de côté, que les États-Unis, depuis longtemps maintenant, depuis bien plus d'un siècle, n'ont pas respecté le concept de souveraineté. Le plus grand violateur de la souveraineté des autres États sur la planète, et c'est un argument ancien, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il suffit de penser à l'Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Chili en 1973, à ce que les États-Unis viennent de faire au Venezuela et à ce qu'ils parlent de faire à Cuba. Si l'on pense à la politique étrangère américaine d'hégémonie libérale pendant le moment unipolaire, soit la période allant approximativement de 1991 à 2010 à 7, les États-Unis étaient profondément engagés dans la diffusion de la démocratie libérale partout dans le monde. Ce que cela signifiait, c'est qu'ils allaient s'ingérer dans la politique de tous les pays de la planète. La même logique est apparue dans les révolutions de couleur en Europe de l'Est, la révolution orange en Ukraine, la révolution des roses en Géorgie, et ainsi de suite. Ce que les États-Unis essayaient de faire là, c'était de propager la démocratie. Ils s'ingéraient dans la politique d'autres pays. Et les Russes, comme les Chinois, pendant le moment unipolaire, vivaient dans la crainte que Washington tente de renverser les régimes de leur pays. La souveraineté est un concept que les États-Unis estiment applicable à eux-mêmes, mais pratiquement à personne d'autre, lorsqu'il s'agit de respecter le fait que d'autres pays se préoccupent de leur propre sécurité et que Washington devrait en tenir compte lorsqu'il formule sa politique étrangère. Autrement dit, les États-Unis devraient être capables de se mettre à la place des autres pays. C'est quelque chose qui est presque impossible à faire pour les responsables politiques américains. Il leur est tout simplement si difficile de croire, par exemple, que la Russie ne veuille pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Pour eux, c'est tout simplement inacceptable. Les États-Unis, ce soi-disant hégémon bienveillant, ont décidé que l'Ukraine dans l'OTAN ne pose aucun problème et que les Russes doivent l'accepter. Washington refuse d'admettre que les Russes voient les choses très différemment. La même chose vaut pour les Iraniens. Comme j'ai déjà dit, c'est la voie américaine ou rien. Et dès que l'on arrive à des négociations avec un pays comme l'Iran, avec cette mentalité, le problème devient évident. En même temps, il faut comprendre que Washington veut démolir l'Iran. Il veut le détruire. Les Iraniens le comprennent. La question devient donc celle-ci. Comment les États-Unis peuvent-ils négocier avec les Iraniens quand c'est leur objectif et que ceux-ci le comprennent parfaitement? Dans le manuel de Trump, la négociation ressemble souvent moins à de la diplomatie qu'à un menu remis à l'autre camp avec une seule option, capituler. Aucun pays n'a perturbé davantage de gouvernements étrangers dans l'histoire moderne du monde que les États-Unis. Il n'y a même pas de comparaison possible. Qui serait le concurrent ici? Peut être l'Union soviétique, mais comparé aux États-Unis, les soviétiques étaient des amateurs. Aucun pays sur la planète ne s'en approche. Une grande partie de cela tient au fait que les États-Unis ont une idéologie libérale au cœur de leur système. Et en raison de cette idéologie libérale, ils sont devenus un État croisé. Ils croient devoir propager le libéralisme partout sur la planète et cette mentalité conduit les États-Unis à s'ingérer dans la politique des pays ici, là et partout ailleurs. Lorsque l'on regarde l'Amérique latine et l'hémisphère occidental, Washington a longtemps entretenu l'idée que tout pays qui penche à gauche d'une quelconque manière doit voir son régime renversé. Les États-Unis sont donc intervenus dans la politique des pays de l'hémisphère occidental à maintes reprises. Et si l'on regarde le reste du monde, cela contredit en partie le premier point. Parce que les États-Unis ont en fait renversé des démocraties libérales, ou plus précisément des gouvernements démocratiquement élus. Encore une fois, l'Iran en 1953, le Guatemala en 1954, et toutes sortes d'autres cas. Les États-Unis sont dans le commerce du changement de régime depuis très longtemps. Et là encore, aucun pays ne s'en approche. Pour la machine de communication pro-Trump, l'histoire devient très flexible dès qu'elle cesse de tenir sur une bannière de campagne. Il serait pas difficile de compiler le nombre de personnes tuées par les États-Unis, je ne l'ai pas fait et je devrais probablement le faire.
Mais si l'on pense à certaines campagnes de bombardement, aux effets des sanctions, aux guerres que les États-Unis ont déclenchées rien qu'au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak, maintenant en Iran, et au fait que les répercussions de l'Iran ne sont pas terminées, ce sont de très nombreux millions de personnes qui ont été tuées par les États-Unis. Quant à la situation dans le détroit d'Ormuz, les Iraniens le contrôlent. Ils y ont mis en place un blocus très efficace et maintenant, le président Trump, bien sûr, y a ajouté un autre blocus. Il est donc très difficile pour les navires de traverser le détroit d'Ormuz. Mais, fondamentalement, les Iraniens le contrôlent. Tous les éléments indiquent qu'ils comptent maintenir leur contrôle sur le détroit d'Ormuz et y garder un poste de péage dans un avenir prévisible. Le président Trump est très mécontent de cette situation. Comme nous l'avons vu hier, il a tenté de changer le statu quo dans le détroit, mais l'opération a échoué et tout est revenu à la case départ. Les Iraniens contrôlent toujours le détroit et il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de l'ouvrir par la force militaire. C'est la partie embarrassante de la pression maximale. Parfois, la pression revient par la même porte, avec la facture. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a récemment affirmé que les États-Unis remettraient bientôt le contrôle d'Ormuz à leurs alliés afin qu'ils puissent accomplir ce qu'ils doivent faire. Mais il a répondu à aucune question à ce sujet. On ne savait pas clairement de quels alliés il parlait, ni même ce qu'il essayait de dire. Le point sous-jacent peut être simplement que les États-Unis n'ont aucune option militaire viable concernant Ormuz. Il n'existe aucune option militaire viable concernant Ormuz. Il n'existe aucune option militaire viable lorsqu'il s'agit de bombarder l'Iran. Ce que Washington a fini par faire, c'est imposer un blocus maritime à l'Iran et espérer que cela fonctionne. Mais si l'on lit ce que disent le président Trump et ses partisans, il semble comprendre que le blocus prendra beaucoup de temps à fonctionner s'il fonctionne un jour et que le temps ne joue pas en leur faveur. Ce qui s'est passé hier reflétait la reconnaissance du fait que le blocus ne fonctionne pas, du moins pas comme ils le voudraient, et qu'ils doivent faire quelque chose pour accélérer le processus. On peut le voir par exemple dans un certain nombre de médias comme The Wall Street Journal, qui est bien sûr remarquablement pro-israélien et profondément engagé en faveur de la guerre contre l'Iran. The Wall Street Journal indique clairement que parce que le blocus prend trop de temps à produire des effets, il pourrait obliger les États-Unis à revenir à la guerre aérienne, à la campagne de bombardement, plus tôt que tard. Et ce que dit The Wall Street Journal, et ce que pensent aussi les gens de Trump, c'est que Washington doit trouver quelque chose en plus du blocus pour mettre les Iraniens à genoux. Le blocus seul ne suffira tout simplement pas. Quand la première campagne de pression échoue, la solution familière consiste apparemment à rebaptiser l'échec et à ajouter des avions. Donc, encore une fois, hier, les États-Unis ont essayé de forcer le détroit. Cela n'a pas fonctionné. Peut-être tenteront-ils de nouveau une campagne de bombardement, et cela se retournera gravement contre eux. Tout comme les événements d'hier se sont gravement retournés contre eux. Il n'y a pas de solution militaire ici. Ce que Washington doit faire, c'est conclure un accord avec les Iraniens. Mais il ne peut pas s'y résoudre parce que les Iraniens ont gagné. Ils ont remporté une victoire ici. Et si les États-Unis s'assoient pour négocier un accord, il deviendra manifestement clair pour quiconque a un quotient intellectuel à 3 chiffres que les Iraniens ont gagné, parce que Trump sera obligé de faire d'énormes concessions dans cette négociation. L'événement précis d'hier, c'est que Washington n'a pas réussi à forcer le passage dans le détroit et à l'ouvrir. C'est ce qu'il essayait de faire. Il est très difficile de savoir combien de bateaux, d'aéronefs ou d'autres équipements iraniens ont été détruits, ou combien de navires américains ont été touchés, parce qu'il y a tellement de mise en scène, de tromperies et de mensonges des deux côtés qu'il est impossible d'établir exactement le bilan des pertes matérielles. Mais il est assez clair qu'aucun des deux camps n'a remporté une grande victoire. Les États-Unis n'ont pas ouvert le détroit, mais de mon point de vue, le point le plus important est que l'Iran a frappé le port de Fujairah aux Émirats arabes unis. C'est par là que les Émirats arabes unis peuvent faire sortir leur pétrole vers les marchés mondiaux.
Cela permet aux Émirats arabes unis d'éviter d'envoyer leur pétrole par le détroit d'Ormuz, ce qu'ils ne peuvent évidemment pas faire. Les Émirats arabes unis ont donc construit un pipeline vers Fujairah, un port situé sur le golfe d'Oman. C'est ainsi qu'ils faisaient sortir leur pétrole. À mon avis, les Émirats arabes unis faisaient sortir environ 2 millions de barils par jour par Fujairah. Ce qui s'est passé hier, c'est que les Iraniens ont fait exploser le port de Fujairah. Les Iraniens ont également clairement indiqué qu'ils n'allaient plus laisser sortir de pétrole par Fujairah. Cela va réduire de façon importante la quantité de pétrole disponible sur les marchés mondiaux. Il s'agissait d'environ 2 millions de barils par jour. De plus, cela va nuire considérablement à l'économie des Émirats arabes unis parce que, de toute évidence, les Émirats arabes unis dépendent fortement du pétrole. Donc, d'une manière très importante, on pourrait soutenir que les Iraniens ont gagné hier. Tout cela montre que si Washington revient à l'usage de la force militaire, ce qu'il a fait hier, de manière très limitée, il faut bien le dire, les Iraniens peuvent riposter. Les deux voies par lesquelles des quantités importantes de pétrole sortent actuellement du Golfe sont premièrement par les Émirats arabes unis via Fujairah, comme je viens de le décrire, et deuxièmement par l'Arabie saoudite à travers l'Arabie saoudite jusqu'à la mer Rouge. Il existe un port appelé Yanbu sur la mer Rouge. C'est un port saoudien et c'est par là qu'une grande quantité de pétrole sort. Si Washington fait monter les enchères en bombardant de nouveau l'Iran, je ne serais pas surpris que les Iraniens s'en prennent aussi à Yanbu, puis qu'ils travaillent avec les Houthis pour fermer le détroit de Bab el-Mandeb au sud de la mer Rouge. Cela empêcherait le pétrole saoudien de sortir. Et cela s'ajouterait à ce que l'Iran a maintenant fait pour empêcher le pétrole des Émirats arabes unis de sortir. Les Iraniens disposent donc d'une capacité de seconde frappe. Voilà le problème auquel Washington fait face. Les gens peuvent parler de bombarder l'Iran et de lui infliger une punition. Mais le problème est que les Iraniens, premièrement, absorberont la punition. Ils ne vont pas abandonner. Ils savent qu'ils font face à deux États génocidaires. Et deuxièmement, ils ont la capacité de riposter et de causer de graves dommages. Des dommages supplémentaires à l'économie internationale. La version stratégique donnée en conférence de presse peut sembler nette. Mais les terminaux pétroliers, les voies maritimes et les portées de missiles coopèrent rarement avec les slogans télévisés. Le premier paragraphe du Washington Post, rédigé par les journalistes présents à la conférence de presse du secrétaire Hegseth, indiquait que le secrétaire à la défense Pete Hegseth avait déclaré que la mission américaine visant à protéger les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz serait temporaire et que d'autres nations devraient bientôt prendre leurs responsabilités, tout en soulignant que le fragile cessez-le-feu avec l'Iran restait en place malgré les attaques contre des navires américains lundi. Le point révélateur est de savoir si Hegseth reconnaît en fait qu'il s'agit d'un effort futile et que c'est pour cela qu'il le qualifie de temporaire. On pourrait penser que c'est le cas. Après tout, il est allé à Princeton. Théoriquement, les gens qui sortent de Princeton sont censés avoir un quotient intellectuel à 3 chiffres. Hegseth appartient à la génération après moi à Princeton et cela explique peut-être beaucoup de choses. Était-ce une nomination issue de la discrimination positive? On se demande vraiment ce qui se passe dans la tête de ces gens. Sérieusement, quand on lit les publications de président Trump sur Truth Social, on ne peut que secouer la tête et se demander à quoi pensent ces gens. Truth Social a un talent particulier pour transformer la confusion stratégique en majuscules et en points d'exclamation. Le président Trump est allé à l'université de Pennsylvanie, également une école de l'Ivy League, mais le fond du problème est devenu très clair dans un échange impliquant James Rosen et le secrétaire Hegseth. Le défaut central était évident. Le premier jour du conflit, le président Trump s'est adressé directement au peuple iranien et lui a dit que lorsque les États-Unis auraient terminé, il devrait prendre le contrôle de son gouvernement, que celui-ci serait à lui. Puis, le 7e jour du conflit, dans une publication sur Truth Social, le président a déclaré qu'il n'y aurait aucun accord avec l'Iran, sauf en majuscule et avec un point d'exclamation,
une capitulation sans condition. Cela soulève immédiatement la question de ce qu'il advient de cette promesse faite au peuple iranien, et du moment où le président a décidé de capituler sur son exigence de capitulation sans condition, la réponse de Hegseth a été que le président n'avait capitulé sur rien. Il a insisté sur le fait que Trump détient les cartes, que les États-Unis conservent l'avantage, et que Project Freedom ne fait que renforcer cet avantage. Il a soutenu que, quel que soit l'accord conclu ou l'état final atteint, Trump veillera à ce que l'Iran ne possède jamais d'armes nucléaires, ce qui est l'objectif numéro 1. Selon cet argument, le président s'est concentré là, dessus, et l'accord comme les discussions tournent autour de cela. Ce que le peuple iranien en tirera ensuite dépend de lui. Peut être que cela se produira maintenant, peut être plus tard, mais Trump aurait aussi été clair, selon lui, sur le fait que Washington ne va pas s'empêtrer dans un projet de construction nationale. Les objectifs sont clairs. Ils ont été poursuivis depuis le premier jour. L'espoir, dans cette version des faits, est que le peuple iranien tire profit de la situation parce qu'il est exploité par ce régime. L'affirmation est que 45 000 Iraniens innocents ont été tués avant le début de cette crise et que c'est ce que fait le gouvernement iranien. Il tue ses propres civils innocents. C'est le tour de passe-passe bien rodé de la salle de presse. L'exigence maximaliste d'hier devient l'objectif discipliné d'aujourd'hui et tout le monde est invité à faire semblant que le changement de costume était une stratégie. La question cruciale, cependant, est de savoir si les États-Unis détiennent réellement les cartes. La réponse est non. Il n'y a aucun doute là, dessus. Si les États-Unis détenaient les cartes, les Iraniens auraient déjà été mis à genoux, ou il y aurait de nombreux signes montrant qu'ils se dirigent dans cette direction. Il n'y en a aucun. Et encore une fois, ce qui s'est passé hier prouve simplement que l'administration devient nerveuse, qu'elle cherche un moyen d'en finir avec cette affaire. On pourrait interpréter les remarques de Hegseth comme un abaissement des ambitions de l'administration. Autrement dit, il a souligné que tout ce que Washington veut faire, c'est s'assurer que l'Iran n'acquiert pas d'armes nucléaires. Mais le fait est que l'Iran ne cherchait pas à se doter d'armes nucléaires. Ce n'est pas vraiment la question centrale. La question centrale a été premièrement celle de l'enrichissement nucléaire et deuxièmement celle de la sortie de l'uranium enrichi d'Iran pour l'envoyer dans un autre pays. Ce sont les deux questions clés ici. Un accord pourrait être conclu, un JCPOA amélioré pour traiter le problème de l'enrichissement nucléaire. Mais ce serait humiliant pour Trump s'il se retrouvait avec quelque chose de proche du JCPOA qu'il avait notoirement déchiré pendant son premier mandat. Rien ne dit mieux génie stratégique que de revenir à l'accord que l'on a soi-même détruit, puis d'appeler le détour un tour de victoire. Il y a aussi toute une série d'autres questions à résoudre. Quel est l'avenir des bases militaires américaines dans le Golfe ? C'est une question. Qu'arrive-t-il au soutien de l'Iran aux Houthis, au Hezbollah et au Hamas ? C'en est une autre. Qu'arrive-t-il à l'allègement des sanctions ? Qu'arrive-t-il aux réparations ? Qu'arrive-t-il aux postes de péage ? Et qu'arrive-t-il à toute la question du contrôle iranien du détroit ? Il y a tout simplement toute une série de grandes questions en suspens ici. Et il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'un jeu à deux joueurs. Ce n'est pas seulement les États-Unis et l'Iran. Si ce n'était que les États-Unis et l'Iran, un accord pourrait réellement être conclu. Mais il y a un troisième joueur impliqué qui s'appelle Israël, et Israël sera complètement hors de lui lorsqu'il deviendra clair à 100% que les États-Unis ont perdu cette guerre et que l'Iran a gagné. Les Israéliens vont continuer à exercer une pression énorme sur Washington pour démolir l'Iran. Ils travailleront sans relâche pour miner tout accord que les États-Unis concluraient avec l'Iran. La question devient donc celle-ci. Comment cette affaire peut-elle finir ? Pour le camp pro-Trump, c'est ici que le slogan « America First » commence à exiger une très longue note de bas de page. La marine américaine ne sort pas renforcée de cette affaire. Tout d'abord, les États-Unis usent leur marine. Même avant la guerre contre l'Iran, il y avait déjà toutes sortes de discussions sur le fait que Washington demandait trop à la marine américaine. Maintenant, ce problème s'est assurément aggravé. On peut le voir avec
les problèmes que rencontrent certains porte-avions, des destroyers, et ainsi de suite. La marine américaine est vraiment poussée à sa limite, peut être même au-delà. Le deuxième point, c'est qu'il devient très clair que les marines, les forces navales, surtout les groupes aéronavals autour des porte-avions, ne peuvent pas s'approcher des côtes d'un adversaire parce que les missiles de croisière et les missiles balistiques dont disposent ces adversaires peuvent être utilisés pour couler ces navires. Les États-Unis ont donc un blocus, c'est certain, mais c'est un blocus à distance. Ils ne peuvent tout simplement pas s'approcher de l'Iran. Et cela a toutes sortes d'implications pour la politique américaine de contaillement à l'égard de la Chine en Asie de l'Est. Les Chinois prennent sûrement note de toutes les faiblesses de la marine américaine. Tout grand navire de surface engagé dans une guerre entre les États-Unis et la Chine risquerait de couler au fond de l'océan ou d'être coulé très rapidement par des missiles de croisière ou des missiles balistiques. Les navires de surface sont tout simplement très vulnérables. Nous vivons dans une époque où les missiles balistiques, les missiles de croisière et les drones sont nombreux et d'une précision mortelle. Cela a un effet sur ce que les marines peuvent faire. Un dernier point à ce sujet est très important. Si l'on pense à l'utilisation de la puissance militaire, on peut utiliser la puissance terrestre, la puissance aérienne ou la puissance navale pour amener l'adversaire à céder. Mais il est très important de se rappeler que lorsque l'on utilise la puissance navale ou la puissance aérienne stratégique, comme la campagne de bombardement stratégique que certains parlent de relancer contre l'Iran, ces campagnes prennent beaucoup de temps à produire des résultats. Si vous imposez un blocus naval à un pays, cela ne fonctionnera pas du jour au lendemain. Il faudra beaucoup de temps pour que cela fonctionne. La même chose vaut pour une campagne de bombardement stratégique. C'est avec la puissance terrestre que l'on peut remporter une victoire rapide et décisive. Vous envoyez les forces terrestres et vous pouvez vaincre l'autre pays assez rapidement. Il suffit de penser à l'Irak en 2003. Les États-Unis n'ont pas mis longtemps à entrer dans le pays et à renverser Saddam Hussein. Washington n'aurait pas pu faire cela avec un blocus ou avec la puissance aérienne. Les marines sont donc un instrument important de l'art de gouverner. Je ne veux pas minimiser l'importance d'avoir une marine puissante, surtout pour contrôler les mers. Mais l'idée qu'une marine puisse être utilisée par un blocus pour mettre un adversaire à genoux dans un délai raisonnablement court n'est pas un bon argument. Ce n'est pas un argument que l'on peut défendre. Et c'est le problème que nous voyons concernant l'utilisation de la marine américaine contre l'Iran. Un blocus n'est pas une baguette magique, peu importe avec quelle assurance on l'agite depuis un podium entouré de drapeaux. Cela mène naturellement à la Chine. Compte tenu des commentaires sur une éventuelle guerre autour de Taïwan et de l'idée que les Chinois sauraient comment gérer la marine américaine, il n'a pas du tout été surprenant que la Chine annonce qu'elle ne reconnaîtrait tout simplement pas les sanctions américaines et ne s'y conformerait pas. Cette guerre a été une grande victoire pour les Chinois. Les Américains sont dans une situation très difficile. Les Chinois le savent. Les Chinois apparaissent comme des acteurs responsables. Ils sont devenus très puissants avec le temps, à la fois économiquement et militairement. Et au fil des semaines, ils défient de plus en plus les États-Unis. Si le président Trump se rend en Chine plus tard, ce mois-ci, et rencontre Xi Jinping, je pense que l'on verra un Xi Jinping très confiant face à un président Trump qui ne l'est pas, parce que Trump sera profondément en difficulté en Iran, il sera aussi dans une position plus faible en Asie de l'Est. Le président Trump a un intérêt profond à ne pas chercher la confrontation avec la Chine. La dernière chose dont il a besoin, c'est d'une crise en Asie de l'Est. Les États-Unis sont déjà dans de très sérieux ennuis dans le Golfe Persique. Ils sont aussi impliqués dans ce qui se passe en Ukraine. Compte tenu de ces deux théâtres, la dernière chose que Washington souhaite, c'est une grande crise en Asie de l'Est. Je pense donc que Trump fera tout son possible pour être aimable avec Xi Jinping afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Après des semaines de rhétorique tonitruante, l'itinéraire découvre soudain les vertus de la politesse. Si Trump relance la guerre et commence à bombarder l'Iran, il ne pourra pas aller en Chine. Il avancerait l'argument qu'en tant que commandant en chef, il a la responsabilité de rester au pays si tel était le cas.
ce serait la deuxième fois qu'il annulerait une rencontre avec le président Xi si cela se produisait. Un autre moment révélateur est venu de Liam Cosgrove de Zero Hedge, qui a tenté de lier le président Trump au Premier ministre Netanyahou dans une question posée au secrétaire à la Défense. Ces dernières semaines, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef du Mossad israélien ont tous deux déclaré leur intention de ne pas cesser le combat contre les Iraniens. Netanyahou l'a publié sur Twitter. Le chef du Mossad israélien a déclaré que les objectifs d'Israël ne seraient pas atteints tant que le gouvernement iranien ne se serait pas effondré. Il parle du gouvernement même avec lequel le président Trump a négocié un cessez-le-feu et avec lequel il est censé travailler à une paix durable dans la région. Beaucoup d'Américains, en particulier les agriculteurs américains, espèrent que Trump parviendra effectivement à une paix durable. Le problème est que si le président Trump réussit à atteindre cette paix et que les Israéliens déclarent explicitement leur intention de continuer à combattre plus tard, les États-Unis restent exposés au risque d'être entraînés de nouveau dans une guerre. Netanyahou a également continué à bombarder le Liban malgré la mise en évidence de la situation par le président Trump. Exet a rejeté cette question en disant qu'elle reposait sur le faux présupposé selon lequel le président Trump serait entraîné dans ses actions par le Premier ministre Netanyahou. Il a insisté sur le fait que le président Trump a dirigé chaque étape de cette affaire selon sa vision des intérêts américains et de l'America First. Il a déclaré que Washington était reconnaissant envers les Israéliens, qui ont été des partenaires très capables à plusieurs étapes de ce processus. Ils peuvent parfois avoir des objectifs légèrement différents de ceux des États-Unis, mais selon lui, il n'y a qu'une seule main sur le volant qui dirige ultimement tout cela, qu'il s'agisse de Project Freedom ou auparavant d'Opération Epic Fury, et cette main est celle du président Trump. Selon cet argument, Washington est reconnaissant envers Israël pour ses contributions, ses analyses, la nature existentielle de la menace qu'il y a affrontée face à une bombe iranienne et les capacités qu'il peut apporter à cette situation. Mais ultimement, la coordination se fera sous la direction du président Trump. L'expression « une seule main sur le volant » n'est rassurante que si le véhicule n'est pas déjà en train de dériver sur 3 voies de politique étrangère. Cette réponse était vraiment du grand n'importe quoi. Exet n'a pas répondu à la question. La question était excellente. Comme je l'ai déjà dit, il y a 3 joueurs dans cette partie. Même si les États-Unis et l'Iran concluent une sorte d'accord, ce que Washington veut faire à ce moment-ci, les Israéliens le mineront. C'était exactement le point que Cosgrove soulevait, et Exet n'y a pas répondu. Que feront les États-Unis si Israël recommence à bombarder l'Iran après que Washington aura conclu une forme d'accord? La réponse est que Washington fera ce que Mme Adelson veut que le président fasse. En tant que personne qui a écrit un article et un livre sur le lobby israélien, je ne trouve pas cela difficile à écarter. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt